sauf, et c'est assez important, la dernière partie qui vont présenter beaucoup plus en profondeur au fil des activités. Donc, vous avez reçu l'horaire, je vous le rappelle, c'est une activité qui se déroule en 3 temps. D'abord, une présentation en fait de 3 expériences pratiques. Ensuite, une mise en perspective de la thématique abordée de ces 3 expériences. Enfin, des ateliers de discussion. Je nous souhaite donc un avant-midi extrêmement riche en réflexion autour des modes de gestion collective en culture, particulièrement aux relations entre société civile, organisations artistiques et instances politiques. En fait, de quelle manière s'effectue le partage des pouvoirs dans le développement de la culture. Je cède la place, on fait la place, c'est dur de le dire, mais oui, l'image et le son à Noémie qui va animer la première partie. Et je vous remercie aussi profondément de votre présence ce matin. C'est toujours un peu excitant de voir comment les gens sont intéressés en fait aux activités de l'Observatoire. Merci. Ça va mieux si j'active mon micro, n'est-ce pas? Bonjour à tous et à toutes. Merci Ève. J'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à vous présenter nos 3 invités qui sont acteurs et actrices des milieux culturels et qui vont vous présenter leurs expériences des zones d'autonomie et de tension et les espaces de partage de pouvoir dans le domaine culturel ou dans les projets culturels à différentes échelles. Je vais vous faire en fait, afin de faciliter les présentations, je vais les présenter tous les 3. Et puis, chers panélistes, malheureusement, puisqu'on est en mode mosaïque, je vous repère pas toujours. Je vous demanderai de vous présenter, je vous demanderai, pardon, de prendre la parole dans l'ordre des présentations, si possible. Donc, on a avec nous aujourd'hui Anne-Marie Boudreau, qui est directrice générale d'Arimage, qui est une corporation culturelle des îles de la Madeleine, qui a pour but d'accompagner les artistes et les organismes culturels des îles et d'y encourager le développement et l'accès à la vie culturelle. Anne-Marie Boudreau est formée initialement comme artiste en métier d'art, art textile, pardon. Elle se décrit comme autodidacte et impliquée dans son milieu. Son parcours hétéroclite lui a donné donc plusieurs cordes à son arc qui lui ont permis de se développer dans des secteurs d'activité aussi variés que l'entrepreneuriat, le développement du milieu, la gestion de carrière artistique, l'enseignement en ligne et désormais la gestion d'organismes à but non lucratif. Je vais vous introduire ensuite Benoît Côté. Benoît est directeur de Pêche Sherpa. Après avoir été préposé à l'entretien ménager en hôpital psychiatrique, Benoît a été projeté dans l'univers de la défense des droits des personnes psychiatrisées. Et après une formation à la sociologie et à la psychopédagogie, il est devenu directeur général de Pêche Sherpa en 93. Et depuis, il a créé, notamment grâce à ses liens avec l'organisme Foliculture, il a créé un espace Sherpa. Donc l'organisme est devenu Pêche Sherpa. Et cet espace-ci, c'est un lieu de médiation culturelle et d'éducation populaire au cœur du quartier Saint-Roch à Québec. Donc Sherpa, c'est aussi un espace d'exposition et c'est un espace qui accueille des activités autour de 3 grands axes: l'art social, la médiation culturelle et le vivre ensemble au sein du quartier. Donc voici pour Benoît Côté. Et enfin, Danielle Racine. Bonjour Danielle. Danielle Racine est commissaire à la médiation culturelle au service de la culture de la ville de Montréal. Elle est aussi responsable des programmes de soutien et d'accompagnement du milieu culturel pour les arrondissements montréalais. Elle développe une approche qui est axée sur la participation citoyenne dans le réseau et dans le réseau des maisons de la culture et sur le développement des nouveaux quartiers culturels montréalais. Elle est membre fondatrice aussi de l'Observatoire des médiations culturelles, donc à l'époque GRMC, et elle participe à de nombreuses recherches partenariales. Merci à tous les 3. Donc Anne-Marie, avant de commencer, je vais peut-être juste mentionner qu'à la fin de nos présentations, nous aurons une courte pause d'une dizaine de minutes et cette pause sera précédée d'un temps de questions.
pour prendre les questions. Comme le temps est assez court, on aura une dizaine, quinzaine de minutes pour prendre des questions et qu'on sera davantage amené à discuter pendant le troisième atelier. Je vous demanderai d'écrire vos questions dans le chat en bas, dans la petite boîte chat ou converser en bas, et je prendrai les questions pour vous. Donc vous pouvez mettre les questions publiques ou juste à moi. Je prendrai les questions pour vous et je les poserai à nos panélistes. Donc sans plus attendre, Anne-Marie, s'il vous plaît. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin. Alors, effectivement, je suis à la direction d'un organisme à but non lucratif qui s'appelle Arrimage, la Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine. Et cette année, on célèbre nos 30 ans d'existence. Alors, vous me permettrez un peu de suivre mes notes parce qu'ici, aux îles, on vit une situation plutôt complexe et puis complexe à résumer en 10 minutes. Alors, je vais essayer de m'en tenir un peu à ce que j'ai préparé pour garder le focus sur les éléments qui nous intéressent aujourd'hui. Alors, dans ma présentation, je vais souvent faire référence aux conseils régionaux de la culture que je vais appeler les CRC, que vous connaissez probablement tous, qui sont répartis un peu dans toutes les régions du Québec, puisque ici, à Rimage, même si on n'a pas le titre, on a exactement le même rôle que les CRC, mais pour le territoire des îles. Alors, notre mission, c'est effectivement l'épanouissement, le rayonnement des arts et de la culture aux îles de la Madeleine. Nous sommes un organisme de représentation sectorielle pour notre territoire. Nos principaux mandats, tout comme les CRC, consistent à réseauter, concerter, représenter, former, accompagner, développer, promouvoir le milieu des arts et de la culture aux îles. Toujours comme les CRC, on a des mandats et des ententes qui nous lient avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, avec le Conseil des arts et des lettres aussi, avec Emploi Québec et par notre municipalité. On a aussi des projets qui sont soutenus par la SODEC, par exemple pour la promotion du circuit des arts des îles qui regroupe 13 entreprises professionnelles en métier d'art. Lorsque le ministère de la Culture et des Communications a mis sur pied le réseau des CRC dans toutes les régions administratives du Québec, ils ont d'abord créé un conseil régional de la culture Gaspésie-les-Îles, puisque nous sommes la même région administrative. Évidemment, le conseil de la culture était basé en Gaspésie, sans tenir compte qu'il y avait déjà un organisme qui avait une fonction similaire, qui s'était créé quelques années précédemment sur le territoire des îles. Alors, chez Arrimage, ce fut un petit peu une onde de choc. Notre organisme a vite défendu l'incohérence de la situation. Pour nous, ce n'était pas possible qu'un organisme basé en Gaspésie, à plus de 180 km de distance, séparé par les eaux du golfe Saint-Laurent, pouvait représenter et desservir adéquatement la communauté culturelle des îles. Alors, notre réalité culturelle aussi est très différente que celle de la Gaspésie. Et puis, il faut savoir ici aux îles que ce même débat-là se fait dans tous les secteurs. On parle d'environnement, de tourisme, d'agro. Toutes les structures gouvernementales sont implantées en Gaspésie pour le territoire de la Gaspésie et des îles. Et dans chacun des secteurs, les revendications ont dû se faire pour aller chercher des structures minimales pour le territoire des îles. Alors, dans le secteur culturel, le ministère a quand même rapidement reconnu l'incohérence de la situation et a accepté de reconnaître et de soutenir, je vais dire minimalement, Arrimage au fonctionnement, mais en maintenant l'organisme dans une case à part, c'est-à-dire qu'il ne nous a pas reconnus comme étant un conseil de la culture, mais on est financé dans une enveloppe à part et on est financé depuis 25 ans et on a toujours les mêmes mandats, mais nous ne sommes pas un CRC. Alors, le conseil régional, justement, qui est basé en Gaspésie, est vite devenu le conseil régional de la Gaspésie. Et Arrimage a un peu tiré son épingle du jeu en obtenant un budget en fonctionnement, mais beaucoup plus petit que celui des conseils de la culture, qui permet quand même d'embaucher une équipe plus petite, avec certaines périodes de chômage pour les employés, un horaire de travail sur 4 jours semaine. Cependant, nous, de notre côté, c'est sûr qu'on reconnaît aussi qu'on doit desservir une population plus petite et un territoire plus petit. On a une population d'environ 12 000 habitants sur le territoire des îles, un territoire qui fait seulement 100 km de long par quelques kilomètres de large. Alors, on a aussi l'avantage d'une extrême proximité avec notre milieu. Au fil des ans, les conseils de la culture se sont structurés en réseaux
C'est un réseau qui n'a pas de financement public, mais beaucoup de bénévolat de la part des employés de chacun des CRC. Mais cette structure-là permet quand même la concertation, le partage des enjeux, des défis régionaux et parfois aussi la gestion de projets en commun. Alors, au fil des ans, même si Arrimage a fait la demande à plusieurs reprises pour intégrer le réseau des CRC, puisqu'on partage souvent les mêmes enjeux dans les régions, une majorité des membres du réseau ont toujours refusé notre intégration parce que nous ne sommes pas un CRC et c'est le réseau des conseils de la culture. Alors, une des particularités encore des îles, c'est que sous le chapeau du ministère de la Culture ou même aussi de Compétences Culture, qui est l'organisme qui chapeaute la formation continue du secteur culturel au Québec, les employés d'Arrimage, par exemple notre agent de développement culturel ou notre coordonnatrice à la formation continue, sont réseautés avec le personnel qui occupe les mêmes fonctions dans les CRC. Alors, cependant, moi, de mon côté, comme directrice, je n'ai pas de communauté de pratique, je n'ai pas d'échange formel avec ceux et celles qui occupent les mêmes fonctions de moi dans d'autres régions du Québec. Alors, mes employés peuvent développer des compétences, parfois aussi certains projets, des projets de formation avec leur communauté de pratique dans les autres régions. Et parfois, ils peuvent participer ou du moins avoir connaissance de divers projets qui se développent dans le réseau des conseils de la culture. Puisque notre organisme ne participe pas au projet collectif du réseau, bon, on a comme deux choix par rapport à ça. Alors, soit on peut s'en inspirer pour développer des projets à plus petite échelle dans notre communauté, ou soit encore, on peut suivre les travaux un peu de loin, prendre notre mal en patience et tenter d'en tirer profit un peu lors du dévoilement des travaux de ces projets-là et de voir comment on peut transmettre ces résultats dans notre communauté. Ou sinon, à titre de directrice, par exemple, si je veux développer un projet de co-développement pour les travailleurs culturels, par exemple, je vais plutôt envisager de le faire à l'échelle locale avec des gestionnaires d'organismes culturels, par exemple, de ma communauté, qui vont vivre un peu les mêmes réalités que moi, petit budget, petite équipe, personnel en chômage obligé, réalité insulaire. Alors, entre nous, entre les organisations, on peut s'aider, on peut partager des pistes de solutions, etc. En contrepartie, on a aussi l'extrême privilège de participer au développement d'une communauté insulaire tissée vraiment serrée et d'avoir des liens de proximité avec l'ensemble des acteurs de la communauté. Donc, tous les membres de notre organisme, autour de 150 membres, on les connaît tous par leur nom, que ce soit les artistes, les travailleurs culturels, les entreprises, les organismes, tout le monde se connaît. Au besoin, s'il y a des enjeux urgents, pressants, j'ai accès au téléphone cellulaire du maire, du président de la communauté maritime, du député. Alors, on se connaît, c'est très facile de concerter, de comprendre les besoins de notre milieu. Une particularité aux îles dans la gouvernance, j'aimerais vous parler juste quelques mots sur le Forum des partenaires. En fait, c'est une structure de concertation locale et de planification locale qui a été créée il y a environ 6-7 ans et ça regroupe une quarantaine d'organismes et d'institutions, donc que ce soit des institutions municipales, scolaires, du réseau de la santé, organismes communautaires, environnement, tourisme, agro, le milieu des affaires, développement social, développement économique. Et nous avons adopté une planification territoriale en 2015, tous secteurs confondus, avec une projection sur 10 ans. Donc, cette planification-là s'appelle Horizon 2025. Alors, les questions qu'on s'est posées, que voulons-nous devenir comme communauté d'ici 10 ans? Et qui, dans la communauté, quelles organisations doivent faire quoi pour y parvenir? Alors, le Forum des partenaires, sur ce forum-là, Arrimage représente l'ensemble des acteurs du milieu culturel des îles. Dans notre petite communauté, nous avons aussi la facilité de créer des partenariats avec les entités intersectorielles. Par exemple, avec le Bon Gouffret des îles, on peut facilement faire des projets de jumelage avec le Circuit des arts et le Circuit des saveurs. Avec Tourisme et de la Madeleine, on développe le tourisme culturel, le tourisme créatif, etc. Vous voyez. C'est relativement facile aussi de démontrer les besoins de notre secteur aux bailleurs de fonds locaux et régionaux et d'obtenir des financements.
Le défi est plutôt de réaliser plusieurs projets avec des petites équipes pour les mettre en œuvre. Alors, il faut souvent, on a beaucoup le défi là, de prioriser et puis d'essayer de trouver l'équilibre dans ce que c'est qu'on souhaite développer pour notre communauté. Une autre particularité aux îles que j'aimerais juste porter à votre attention, donc après une dizaine, pour ne pas dire une quinzaine d'années de représentation de nos élus locaux, le gouvernement du Québec a adopté en 2016, en fait le 4 mai 2016, c'est une date importante pour nous, un décret gouvernemental qu'on appelle communément ici le décret sur l'insularité. Et ça concerne la reconnaissance par le gouvernement du Québec du statut particulier et du caractère insulaire des îles de la Madeleine, dans l'objectif d'assurer l'occupation et la vitalité de l'ensemble des territoires du Québec. Alors, pour résumer, là, suite à une série de considérants, il est ordonné, en fait, par ce décret-là, que chaque ministère et société d'État doit reconnaître le statut particulier des îles et moduler ses interventions afin de tenir compte des contraintes et des enjeux insulaires. Et là, ici, on ne parle pas seulement de l'éloignement, parce que des régions éloignées au Québec, il y en a d'autres, mais on parle aussi de l'isolement du milieu insulaire. Alors, ce décret-là, il a réellement permis d'obtenir des programmes mieux adaptés à notre réalité. Il a permis aussi du financement pour des projets répondant mieux aux besoins de notre communauté. Alors, et on a été assez fiers dans le milieu culturel, suite à cette adoption-là en 2016, de constater que la première entente, la première modulation qui a été acceptée par un ministère ou une société d'État vient du milieu culturel et a été reconnue par le Calque. Dans deux projets particuliers, mais entre autres l'entente de partenariat territorial que le Calque signe avec toutes les régions du Québec, où la communauté met un pourcentage, 50%, et le Calque 50%, qui permet une enveloppe pour soutenir des projets culturels d'artistes ou d'organismes. Ici, le Calque a dit, la communauté des îles met 15 000 $, nous, on va mettre 15 000 mais on va rajouter 10 000 puisque pour le volet mobilité des œuvres et des artistes, on reconnaît qu'aux îles de la Madeleine, ça coûte plus cher de bouger les œuvres et les artistes, que ce soit pour des expositions, des représentations, du ressourcement, etc. Alors aussi, on a réussi au fil des ans à convaincre le Calque de l'importance non pas d'avoir il y a le prix Calque, artiste de l'année, qui se dévoile dans chacune des régions du Québec. Alors, on a aussi la particularité d'avoir un prix Calque en Gaspésie, artiste de l'année, et un prix Calque aux îles, artiste de l'année. Alors, c'est des gains qu'on a réussi à faire au fil des ans et on en est bien content. En terminant, je vous dirais aussi qu'aux îles, on a une expression qui dit « aux îles, c'est pas pareil ». Alors, on peut constater qu'en ce qui concerne la structure gouvernementale, la structure de développement de projets, de gouvernance, ici, il n'y a absolument rien qui se fait comme ailleurs. Les moyens sont petits, les enjeux sont grands, mais je vous avoue que je ne voudrais pas changer de place avec personne. J'adore les îles, j'adore ma communauté, puis j'aime aussi les défis. Alors, on essaie de s'adapter à cette réalité-là qui est différente, mais ça nous plaît et puis on a extrêmement de plaisir à faire ce qu'on fait. Alors, c'est à peu près ça que je peux vous résumer là, dans 10 minutes. Merci énormément, Anne-Marie, pour ton intervention. Tu ne dois pas être à court de défis en ce moment. D'ailleurs, je tiens à remercier Anne-Marie, Benoît et Daniel qui, en ce moment, doivent être sur le pied de guerre. Et merci beaucoup d'avoir libéré du temps dans votre emploi du temps malgré les circonstances. Benoît, j'aimerais te donner la parole. Veux-tu allumer ton micro? Et puis, j'espère que je t'ai présenté comme il se doit. Tout à fait, je te remercie. Écoutez, bonjour à tous. Merci à l'Observatoire de m'avoir invité à présenter les pratiques de Sherpa. Pardonnez-moi à l'avance pour ma détestation du Zoom et ma non-maîtrise de l'appareil. Alors, vous allez le long chemin. Alors, pourquoi un organisme comme le nôtre qui intervient auprès des gens qui vivent des problématiques multiples? Je pense à la santé mentale, à la toxicomanie, la judiciarisation et l'instabilité résidentielle. C'est intéressé à l'art social, c'est intéressé à la médiation culturelle
au vivre ensemble, à la vie citoyenne. Alors, c'est un long chemin. Ça a pris 20 ans avant qu'on arrive à la conclusion que les services psychosociaux individuels ont une limite qui est très rapidement atteinte quand on intervient avec les personnes. La gestion des symptômes, c'est une chose. Oui, ajuster la médication, réduire les méfaits qui sont liés à la consommation de drogue. Ça permet un certain rétablissement, mais rien ne se passe si on ne réussit pas à créer un lieu d'intégration, un lieu de participation sociale des personnes dans un contexte où les personnes sont pauvres. Alors, la plupart des gens qu'on accompagne n'utilisent pas les services en commun parce qu'ils n'ont pas l'argent pour prendre l'autobus, encore moins le tramway qui s'en vient. En fait, ça va être la même chose, mais on va avoir un beau tramway, mais ceux qui ne le prennent pas, c'est toujours les mêmes personnes. Alors, c'est pour ça qu'à l'origine, quand on nous a dit « Pêche, vous allez vous occuper des polypoquets ». En fait, c'est comme ça qu'on appelait les gens qui vivaient des problématiques multiples, les polypoquets. Donc, on est parti en 1993 avec 2 collègues intervenants. On était 3 au final en 1993. Et puis, on s'est vite rendu compte que on avait eu beau mettre en place un service de soutien communautaire, mais la plupart des services sociaux fonctionnent en silo. Quand tu as un problème de santé mentale avec un problème de toxicomanie, la plupart du temps, on te dit « Monsieur, madame, réglez votre problème de toxicomanie et ensuite, on s'occupera de votre problème de santé mentale. Réglez votre problème d'itinérance et ensuite, on réglera votre problème de toxicomanie et ensuite, on réglera votre problème de santé mentale. » Alors, c'est un foutoir assez extraordinaire puis qui est encore court aujourd'hui, le phénomène des silos. Alors, pendant 20 ans, on a développé des services psychosociaux individuels là, à la tonne. Là. Bon, je pense, ça a son avantage d'une certaine manière pour les gens, mais suivi communautaire, travail de rue, hébergement transitoire, services de crise et de post-crise avec les policiers de la Ville de Québec, intervention au milieu carcéral. On est devenu un OSBL en habitation parce que le logement social subventionné, c'est un élément structurant dans le rétablissement d'une personne. Mais il ne suffit pas à intégrer dans la communauté quelqu'un. Tu as beau avoir un beau 3,5 neuf, si tu es tout seul avec ton petit chat tout le temps, parler à ton petit chat ou écouter LCN, ce n'est pas très bon pour la santé mentale s'il n'y a pas de rapport à l'autre. Donc, constat général, donc malgré le développement de tous nos services psychosociaux, alternativo, socialo, machin, parce que on est un organisme alternatif en santé mentale, il manquait quelque chose. Les gens se plaignaient beaucoup de leur isolement, s'en plaignent encore aujourd'hui. En période COVID, c'est x2. Là. Mais bon, cette situation qui fait en sorte que quand Sherpa ferme, bon an, mal an, nous autres, c'est près de, je pense que c'est 5 à 7 000 personnes qui fréquentent. Je pense que c'est 7 000 personnes qui fréquentent les activités de Sherpa. Je reviendrai tantôt sur le type d'activités qu'on a développé. Il va sans dire que la pauvreté matérielle, la difficulté aussi d'accès à des activités culturelles, ça fait en sorte que les gens, ils sont isolés dans leur communauté. Quand on parle de gouvernance, quand on parle de partage de pouvoir avec des exclus, ça veut dire aussi qu'il faut regarder sociologiquement ce qui se passe pour les polypoquets, les gens qu'on accompagne. Alors, pire encore, la prison d'aujourd'hui est encore pire que l'hôpital psychiatrique des années 80 ou 90, quand j'étais dans la défense des droits en santé mentale. C'est la prison qui a pris le relais de la prise en charge des gens qui vivent des problématiques multiples. Alors, c'est encore pire que ce que j'aurais pu imaginer il y a 20 ans. La prison est devenue une fabrique d'exclus. Quand tu as des problèmes de toxicomanie, des problèmes de judiciarisation parce qu'on t'a donné des amendes, des tickets impayés, c'est infernal. Tu te retrouves dans le réseau de l'itinérance. Bon, en tout cas, il y a un circuit là qui est assez important. Donc, on fabrique des exclus autant qu'on fabrique le décrochage en milieu populaire en éducation quand on enlève des professionnels de soutien aux professeurs pour aider des gens qui viennent des milieux populaires à faire leur cursus scolaire. Les gens qu'on accompagne sont des gens brillants, mais qui ne connaissent pas les codes culturels aussi, le théâtre, comment ça fonctionne. Des gens qui ne sont jamais allés au théâtre de leur vie. Toute la question aussi de l'art, c'est un petit peu mystérieux pour la plupart des gens, mais ils ont une envie naturelle d'aller vers le beau, d'aller vers l'art. Donc, l'idée même d'aller vers cette espèce
de lieu de rencontre des personnes est devenu très important parce qu'on assiste aussi à une radicalisation d'extrême droite, presque chez certains de nos utilisateurs actuellement, qui sont dans les théories complotistes, ils sont pauvres, ils sont isolés, ils ne comprennent pas nécessairement les codes, mais un peu comme la droite radicale aux États-Unis, on a beaucoup de gens qui se radicalisent dans ce spectre-là. Donc, c'est assez inquiétant parfois. Nous autres, on appelle ça la faillite des amis payés, parce qu'un intervenant, des fois, nous, on appelle ça un ami payé. Des fois, pour les personnes, c'est que les gens, ils deviennent, sans être dépendants de leur intervenant, leur intervenant devient un ami. Mais un ami, ce n'est pas un ami payé, ce n'est pas un intervenant qu'on paye. C'est le vendredi soir, quand tu as le goût de rencontrer ton ami, tu l'appelles puis il vient. Tu n'appelles pas ton intervenant, lui, il est parti à 17 heures. Donc, on va aller plus vite un petit peu parce qu'on a 10 minutes, mais on s'est inspiré des pratiques de plusieurs organisations pour développer Pêche Sherpa. On est allé au Village en Californie dans les années 2008-2009, qui est une ressource alternative américaine où ils sont centrés sur le mieux-être des personnes, sur l'intervention au niveau des dimensions émotionnelles, des dimensions physiques, aussi du bien-être physique des personnes. Il faut arrêter de présenter aux gens toujours leur malheur bien emballé en disant « tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir ». Les gens ont un corps, ils ont besoin de vivre aussi des activités rigolotes, ludiques. L'art permet ça aussi, l'exploration aussi de l'art social permet ça aussi. On s'est inspiré aussi d'organismes américains comme par exemple le Metro Boston Recovery Learning Community Center, c'est long. Ils avaient développé une galerie d'art pour permettre aux gens de développer cet aspect-là de leur talent. Et on s'est beaucoup inspiré d'une réforme d'une équipe qui s'appelle la réforme de Trieste en Italie, où on a fermé un hôpital psychiatrique dans la province, puis on a voulu redonner droit au chapitre aux personnes dans la communauté. On a voulu aussi en faire des acteurs de changement, puis essayer d'éviter l'exclusion de ces personnes-là par le développement de coopératives d'art, etc. Donc, ça a été des sources d'inspiration assez importantes. Anecdote en passant, quand on parle de partage du pouvoir, quand on a parti Sherpa ici, on a des logements sociaux, vous ne les voyez pas, mais il y en a 77 au-dessus de ma tête, des logements sociaux subventionnés. Avec Sherpa, c'est 70 pieds de galerie ouverts sur le boulevard Charest à Québec. Et on a invité des artistes à venir habiter ici. Et on a eu un tollé des étudiants en arts visuels. Ils n'étaient pas contents du tout qu'on les invite à venir habiter avec des fous. Parce qu'on disait, vous considérez l'art à Pêche, vous considérez l'art comme étant, les artistes comme étant tous un peu fous, on nous a mis, vous nous mettez dans le panier de, on ressemble à ces gens-là qui ont des problèmes de santé mentale, donc vous êtes dans le champ. Ça pour vous dire qu'on a eu des débats avec l'Association des étudiants en arts visuels en 2014, quand on est arrivé, pour essayer d'expliquer que si on utilisait l'art social, ce n'était pas nécessairement pour usurper un titre aux artistes ou les faire passer pour des BS subventionnés. Là. Parce que, tu sais, à un moment donné, c'était plutôt triste de voir qu'il y a eu comme un tollé au début par des artistes en art visuel sur l'implantation du projet Pêche Sherpa. Quand on parle de partage du pouvoir, quand on parle de choses qui sont des fois irritantes, bien, un artiste, c'est comme un plombier, il peut avoir des préjugés aussi. Donc, la programmation de Sherpa, il y a 5 personnes à temps plein ici. C'est des agents socioculturels. On a créé la première ruche d'art à Québec à l'automne 2019. Ici, il y a des activités à caractère très large qui sont subventionnées par le ministère de l'Éducation. Ça peut aller de la communication consciente au théâtre, en passant par une chorale, en passant par des jams, il y a de tout. Il y a plusieurs activités qui sont proposées aux gens. Il y a aussi des activités à caractère artistique. Il y a 350 activités qui sont menées par année ici dans le quartier Saint-Roch et on invite tout le monde.
très intéressant de voir qu'au début, on appelait ça un centre de rétablissement santé mentale à l'origine dans le projet. On ne parle plus de rétablissement santé mentale. On s'adresse à tout le monde du quartier. Ce qu'on veut, là, c'est que le hipster vienne, madame du HLM pour 55 ans et plus vient avec son quadriporteur. Tout le monde est le bienvenu dans Saint-Roch. C'est devenu comme un perron d'église, un village. C'est vraiment un lieu d'interaction au cœur de Saint-Roch. Et on a aussi développé un paquet d'approches globales en santé parce que ce centre-là est devenu un lieu de développement d'approches alternatives. Je ne ferai pas part de tout ce qu'on a développé, mais ça va du massage au sac de parole en passant par la thérapie intégrative communautaire du Brésil. Bon, voilà. Alors, c'est sûr qu'il y a des activités ici, mais on se déplace aussi dans les OMHQ. Je ne sais pas si les gens connaissent ça, les offices municipaux d'habitation. On travaille avec des artistes et on se déplace vers des publics qui ne pourraient pas venir ici et avec qui on a des liens. Bon, il y a des pas de développement à faire. En ce qui me concerne, on n'a pas totalement réussi le pari de l'intégration des personnes dans la communauté, même si il faut vous dire qu'on a, à la suite de l'expérience de Pêche Sherpa, développé une place publique éphémère qui a un succès assez intéressant à tous les étés. C'est à côté du bureau ici. Et ça permet l'explosion un peu de nos activités de Pêche Sherpa dans la communauté. L'été, la programmation se déplace sur la place publique éphémère. Je pense que le prochain pas de développement de pêche, ça va être pour redonner du pouvoir aux personnes qu'on accompagne qui ont des idées très intéressantes sur le transport en commun, sur la difficulté à se trouver un logement, sur les difficultés à se trouver un emploi. Je pense qu'il faudrait faire des activités un petit peu plus à caractère politique, au sens très large du terme, où on pourrait développer des cafés philosophiques qui permettraient peut-être le développement d'une voix citoyenne articulée, là. Parce qu'évidemment, sans devenir un parti politique ici à Sherpa, ce n'est pas le but, mais il y a une dimension sociale à ce qu'on fait, il y a une dimension aux inégalités sociales qui est complètement occultée dans les années. On est dans un monde néolibéral ça fait l'affaire que les gens soient isolés chez eux un petit peu, là. Donc, on reviendrait à des activités. Moi, j'étais dans le communautaire dans les années 80 où on avait des pratiques davantage de réflexion sur les inégalités sociales et puis d'empowerment des personnes vers une certaine libération, si on veut, de leur oppression. Donc, quand on parle de pouvoir en place, c'est extrêmement difficile à financer un Pêche Sherpa parce que ce n'est pas de l'intervention psychosociale classique, ce n'est pas une galerie d'art, puis il n'y a pas beaucoup d'argent qui est dédié à l'éducation populaire. Donc, il y a un enjeu de financement puis un enjeu politique au final pour que nos personnes puissent avoir accès à une vie citoyenne. Merci. Merci énormément, Benoît. Tu étais à 1 minute près dans ton temps. Je vous remercie de bien tenir votre temps, notamment parce que nous avons un intervenant qui devra quitter par la suite. Danielle Racine, maintenant, s'il vous plaît. Oui, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui de cette question du partage des pouvoirs. Mes collègues avant moi ont posé certaines questions qui recoupent les nôtres à la Ville de Montréal. Bon, évidemment, la Ville de Montréal, c'est une grosse machine administrative. Moi, je suis commissaire à la médiation culturelle. Alors, depuis 15 ans, je travaille avec les milieux culturels et les équipes culturelles, mes collègues de tous les arrondissements de Montréal, pour essayer de trouver des façons d'être en lien avec les populations plus marginalisées à Montréal. Évidemment, il y a toutes les questions de la diversité sociale et culturelle, de l'autochtonie. On est vraiment au cœur de la question de l'inclusion en médiation culturelle depuis 15 ans. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une démarche donc, qui est plus vaste à la Ville de Montréal et comment... à mon grand plaisir, en fait, la culture trouve finalement peu à peu sa place dans les questions de développement urbain à Montréal. Donc, il y a une grande démarche qui est actuellement en cours depuis plus d'1 an, un peu en arrêt depuis quelques mois, vous comprendrez, mais qui a commencé en juin 2019 et c'est vraiment la révision de la politique de consultation et de participation publique de Montréal. Alors, quand on parle de partage des pouvoirs, on parle aussi d'aller vers les citoyens.
La politique, donc, date de 2005. Une partie des mandats de consultation publique à Montréal se tient par l'OCPM, l'Office de consultation publique de Montréal. Mais il y a un constat quand même assez flagrant par rapport aux consultations traditionnelles, c'est qu'on ne rejoint pas les publics, pas les publics, mais les citoyens qui, premièrement, ne sont pas intéressés, qui ne sont pas nécessairement experts et qui ne se sentent pas interpellés par les consultations publiques traditionnelles. Alors, il y a un constat à la Ville, c'est que depuis plusieurs années, il y a différents types de projets qui sont menés, dont les projets en médiation culturelle, pour aller vers la population et aussi pour être inclusif dans notre rapport comme administration municipale avec la population et avec les milieux avec lesquels on travaille. Alors, cette grande démarche, en fait, s'élabore de différentes façons. Il y a d'une part une démarche publique qui s'est appelée Montréal Dialogue, qui est terminée, mais qui comprenait vraiment des rencontres avec la société civile, par toutes sortes de consultations, de rencontres, des sondages et des démarches qui étaient disponibles, que vous pouvez consulter sur le site Réalisons Montréal. Alors, c'est une plateforme numérique de participation, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est déjà un pas, en fait, pour être accessible à tous. C'était numérique avant que la COVID nous amène dans notre univers prisonnier que nous sommes actuellement. Mais donc, cette plateforme existe depuis je ne sais pas exactement, je pense que ça fait 2 ans que ça existe. Alors, donc, il y a eu une démarche qui était publique d'aller vers la société civile et une démarche interne dans les services municipaux. J'entendais Benoît et Anne-Marie aussi parler donc des silos. C'est sûr qu'on est nombreux à travailler pour briser ces fameux silos depuis quand même quelques années. Moi, je suis très heureuse de voir que finalement, on y arrive, en fait. Oui, en tout cas, je suis de type optimiste. On y arrive. Et dans cette grande démarche, donc, il y a aussi des ateliers internes dans les services municipaux. Il faut comprendre, quand on dit les services municipaux à la Ville, évidemment, c'est comme dans toutes les autres municipalités, mais c'est assez gros. Il y a beaucoup de professionnels. Donc, c'est l'urbanisme, les transports, la diversité sociale, la culture, etc. Donc, on s'est effectivement réunis aussi à l'interne pour poser des diagnostics et élaborer des perspectives. Parce qu'il y a plusieurs initiatives qui sont faites, comme je le disais, dans différents secteurs. Je pense qu'on arrive à un moment où il faut mettre tout ça ensemble parce que quand on s'adresse à la population, que je sois urbaniste ou commissaire à la culture, c'est la même population. Si on veut être inclusif, on parle des mêmes personnes, hein, on s'entend. Donc, il y a des façons de faire. On est évidemment aussi à la recherche des bons exemples à travers le monde, mais je pense qu'on en développe aussi au Québec et c'est ce qui est intéressant de discuter ensemble. Alors, la démarche en tant que telle, en fait, dont je vous parle, vise à comprendre les attentes et les aspirations de la communauté montréalaise en matière de participation citoyenne pour trouver des moyens d'être plus ouverts comme administration municipale et d'offrir un parcours de participation et d'engagement accessible. Ce qui n'est pas nécessairement le cas actuellement. Hein? On s'entend que vous soyez montréalais ou du Québec, vous pouvez imaginer que si vous avez un intérêt à participer aux affaires de la cité, ce n'est pas si évident que ça, comment le faire. Et donc, on parle ici vraiment de développer un chemin, un parcours qui serait plus simple et donc plus accessible pour les citoyens qui veulent s'engager. Les moyens sont à développer. Je peux vous en parler un peu rapidement. J'ai 5 minutes. Noémie, tu me diras si je dépasse le temps. Je peux arrêter très rapidement. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'en période de pandémie qu'on vit actuellement, il y a plusieurs de ces consultations et de ces rencontres qui ont été un petit peu en arrêt. Et on s'est retrouvés donc à faire que des activités de participation publique virtuelles. Ça amène un autre questionnement. Les participations publiques virtuelles ont de limites. Parce que qui va aller participer à une consultation virtuelle, on s'entend que là, on n'est pas tout à fait dans l'inclusion, on est même plutôt loin de ça. Déjà, il faut, être au courant, il faut être un peu spécialiste, il faut être informé avant d'aller prendre la parole sur un forum qui est en mode virtuel. Donc, on a quelques problématiques et on est en train de créer une communauté de pratique. Donc, je suis déléguée du service de la culture avec
deux autres représentantes, dont une des bibliothèques justement à la ville, sur une communauté de pratique de tous les secteurs pour trouver et réfléchir aux meilleures façons d'être inclusif avec, premièrement, une situation de pandémie, mais ça nous mènera à d'autres réflexions, évidemment. On partage les pratiques. Alors, l'objectif, c'est quand même d'avoir une approche inclusive et ce dont je suis assez satisfaite, je dirais, aujourd'hui, c'est de constater qu'il y a une oreille qui est assez grande ouverte par rapport à toutes les démarches qu'on mène en médiation culturelle depuis tant d'années. On est ici dans le cadre d'un forum de l'OMEC. Plusieurs d'entre vous savez quelles sont nos démarches à la Ville de Montréal. Quand je dis « nous », Ville de Montréal, c'est beaucoup les milieux culturels, les organismes artistiques, les artistes, les milieux communautaires qui participent au projet sur le terrain et mes collègues en arrondissement, parce que la Ville de Montréal, c'est 1,7 million de personnes et c'est 19 arrondissements. Donc, c'est dans certains cas des anciennes villes qui fonctionnent d'une certaine façon. On est en train, depuis 15 ans, de travailler tous ensemble pour trouver des façons d'être en lien avec la population et pour mettre au cœur, en fait, de la vie montréalaise, la culture, mais pour tous et toutes. Donc, c'est une approche qui amène des projets de différents types, mais qui crée un dialogue, en fait, entre des artistes, des médiateurs, des intervenants de tout type. On parle ici d'ateliers de co-création, de donner la parole à des gens qui ne l'ont pas. J'entendais Benoît qui parlait de café philosophique. C'est sûr que la question qu'on peut se poser aussi, c'est comment aller plus loin dans une démarche comme celle-là pour prendre une certaine place dans le politique d'une ville. Ça, c'est une question qui est assez intéressante. On a, je vais vous parler aujourd'hui d'un projet pilote qu'on mène et je vois à l'écran ma collègue Annie Turcotte. Je te vois dans mon écran, Annie, qui est médiatrice à Verdun. Et je vais vous parler d'un projet pilote que je mène avec, évidemment, l'équipe de quartier culturel et mes collègues du Central, mais avec l'équipe culturelle de Verdun sur un projet pilote pour développer un quartier culturel à Montréal. On parle de quartier culturel depuis plusieurs années à Montréal, mais depuis 2 ans, on a une démarche qui est plus terrain dans l'objectif de trouver justement des nouvelles façons de créer, d'en faire des projets collectifs avec la communauté. Donc, on est dans une réflexion sur cette question de la gouvernance, de la démocratie participative. Je vais vous amener quelques questions que j'ai, dont on pourra parler aujourd'hui, parce qu'on n'a vraiment pas toutes les réponses. Mais le territoire sur lequel on travaille, donc à Verdun, nous permet de faire certaines expériences. Et justement, Annie a mené 2 projets de médiation culturelle autour de la question du quartier culturel. Et ce que ça fait, c'est que ça permet d'avoir la voix et de parler aussi du territoire, mais de façon imaginaire et réaliste, parce que ces 2 projets étaient avec des jeunes résidents du territoire délimité actuellement comme étant le quartier culturel de Verdun à hauteur de la plage et surtout de la Maison de la Culture et de la rue Wellington. Donc, les 2 projets ont vraiment permis de travailler avec des artistes. Il y a une cartographie imaginaire de créer avec l'artiste Emmanuel Jacques qui travaille dans sa pratique sur la question de la cartographie. Mais avec les jeunes, donc, l'idée, c'était premièrement, de réfléchir à cette question de territoire. Mon Dieu, OK, le quartier, c'est quoi un quartier? Mais un quartier culturel, on va encore plus loin. Donc, d'essayer d'imaginer ce qui serait intéressant d'avoir dans leur quartier culturel, c'est leur lieu de vie. Et il y a eu une autre expérience aussi de mener avec des jeunes, même des jeunes en cheminement particulier, justement, qui ont plus de difficultés à prendre la parole, mais qui l'ont prise en faisant des capsules vidéo en réalité augmentée. Et le résultat a été installé sur la rue Wellington, sur des affiches où on pouvait avoir accès aux vidéos de ces jeunes-là par le code barre QR. Et donc, on avait des affiches qui disaient « Comment imagines-tu le quartier culturel de Verdun ?»
ça donnait accès donc à la créativité de ces jeunes-là et à une question qui n'est pas dans l'espace public, on s'entend, là, la question du quartier. On vit tous dans des quartiers. Je parle de Montréal, mais évidemment, aux Îles-de-la-Madeleine, il y a des quartiers. Il y a des quartiers partout et on peut en faire ce qu'on veut aussi. Donc, dans notre cas, on travaille sur le vivre ensemble et mettre au cœur de notre vie en société la vie artistique et culturelle, en fait, par quartier à Montréal. Donc, l'expérience à Verdun nous a amené à faire vraiment plusieurs rencontres. Plus tard, Annie pourra en parler si ça vous intéresse. Je dis ça comme ça, Annie, là. Mais donc, il y a eu plusieurs rencontres citoyennes et on est en train de réfléchir à un comité qui serait participatif de gouvernance, justement. Il y a plusieurs modèles. J'ai fait un lien avec la question des communs urbains qui était dans l'énoncé de la journée d'aujourd'hui. Les communs urbains de Barcelone, c'est une chose. À Montréal, on a différents projets de type budget et même projets participatifs dans Rosemont. Il y a toute la question de l'urbanisme transitoire dont je ne peux pas vous parler longuement, là, mais à Montréal, il y a des expériences qui se font, entre autres dans le quartier Louvain, pour trouver des liens justement et des lieux peut-être nouveaux, effectivement, pour partager le pouvoir avec la société civile. Je vous parle de Verdun, mais justement, il y a toutes sortes d'autres initiatives dont on peut s'inspirer et dont on s'inspirera au cours des prochains mois, parce que le projet pilote de Verdun, il y a d'autres projets en cours, sont un peu en arrêt à cause justement de notre ami la pandémie. Pour documenter et réfléchir à cette expérience-là dans Verdun, qui est déjà en train qui se retrouve déjà dans Saint-Laurent, dans d'autres quartiers, on va mener une recherche action, en fait, et je fais le lien avec ce travail qu'on fera avec Ève Lamoureux et ma collègue Marie-Odile Melançon et évidemment tous les intervenants du projet. On va faire une recherche-action que l'OMEC soutient pour le démarrage qui s'appelle la participation culturelle, l'engagement citoyen et les communs urbains dans le développement des quartiers culturels. Et on va vraiment essayer justement de trouver des façons originales pour mettre en place un comité pour lequel on n'a pas de nom encore, parce que la formule est à trouver, mais ce sera une forme de gouvernance pour partager, en fait, à la fois la programmation et le développement d'un quartier culturel. Il y a des tables de quartier, il y a toutes sortes d'expériences qui existent à Montréal, mais je pense qu'on veut trouver une façon originale de partager cet espace de gestion-là et les quartiers culturels deviennent à ce moment-ci donc un terreau fertile pour ce genre d'expérience. Je pense que mon temps est presque terminé. Je veux juste lancer quelques questions peut-être pour la journée d'aujourd'hui parce que moi, ça me nourrira et vous, sans doute aussi. La question, en fait, du partage du pouvoir entre la société civile et, entre autres, les administrations appelle un questionnement sur qu'est-ce que la société civile? Les politicologues ici présents ou spécialistes pourraient en parler. Il y a plusieurs interprétations. Est-ce qu'on parle des organisations? Quand on parle, par exemple, d'un comité de gouvernance, qui est là? Si on n'est pas dans la démocratie représentative, mais participative, qui doit se retrouver sur un comité de gouvernance? Est-ce qu'on est dans la représentativité, donc, avec laquelle on travaille depuis plusieurs années? Alors, on parle d'organisations, de mouvements sociaux, etc., ou on parle de citoyens et de citoyennes autonomes. Évidemment, il y a les associations communautaires. Donc, il y a un questionnement ici sur partager le pouvoir, oui, être inclusif, mais partager le pouvoir avec qui? C'est une question intéressante. Je vois Ève Lamoureux sourire, alors on va avoir besoin de réflexion sur le sujet. Et toute la question de la place de l'expertise dans la gouvernance est à réfléchir dans une recherche justement qu'on a fait sur la mutation des pratiques artistiques et la participation dans le cadre justement d'un axe de recherche de l'OMEC. On a fait une typologie où on voit apparaître, en fait, disparaître les experts dans les pratiques où il y a beaucoup de participation de type co-création. Dans le cas des projets, c'est la disparition donc des artistes ou des experts en accompagnement.
Donc, comment on doit établir la relation entre les experts et la société civile dans de nouvelles formes de gouvernance? Je lance la question parce que je crois vraiment que de toute façon qu'il faut repenser le dialogue avec les citoyens, être inclusif et développer de nouvelles façons de faire. Alors, merci. Merci Daniel, merci à tous les trois, c'était extrêmement riche. Personnellement, j'ai pris plein de notes, j'ai noté beaucoup de choses. Peut-être petit rappel sur comment on fonctionne parce que je vois qu'on a des nouveaux arrivés et des nouvelles arrivées depuis le début de la session. Et comme nous sommes 83 participants, il ne serait pas possible que tout le monde prenne la parole. Donc si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans la petite boîte de conversation dans le chat, converser. Ou alors si c'est une question très brève, vraiment très brève, merci de lever votre petite main bleue dans participants, dans la boîte participants. Et merci d'ailleurs, Daniel, d'avoir lancé la première ronde de questions. J'ai absolument aucune réponse pour toi, mais mais je suis sûre que le temps de débat qu'on aura en troisième moment de notre séminaire pourra permettre à d'autres participants de réfléchir à la question avec toi. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la petite boîte de chat si vous en avez. Je vais peut-être me lancer. Du coup, j'ai déjà la parole, mais je ne veux pas monopoliser la parole, justement. Bon, alors je me lance, et puis si je vois apparaître des petites... n'hésitez pas à poser vos questions, il faut que tout le monde puisse les voir, donc je ne sais pas si vous voyez comment paramétrer, mais assurez-vous que tout le monde puisse lire vos questions dans la petite boîte de conversation dans la barre en bas. Donc pour moi, ma question, c'est que j'ai été frappée de voir que dans vos trois cas, il y avait à la fois une sorte de lutte pour la reconnaissance et donc pour avoir accès au même titre ou de la même façon au même droit, au même service, à la même offre culturelle, au même statut de citoyen pour les participants ou pour les bénéficiaires ou pour les membres de vos réseaux. Et en même temps, il y a aussi le besoin de la reconnaissance de l'identité propre. Donc pour Anne-Marie, c'est bien de reconnaître que la réalité insulaire est particulière. Pour Benoît, c'est les besoins spécifiques et propres de tes participants. Pour Daniel, c'est l'identité des quartiers et la reconnaissance de la vie culturelle des quartiers. Comment est-ce que vous dis-les, j'aime pas ce mot. Comment est-ce que vous arrivez à trouver un juste équilibre entre la reconnaissance de votre identité ou de l'identité des personnes que vous accompagnez et puis la nécessité d'avoir la même chose que tout le monde? Bien, si je peux me permettre. Oui. Tout à fait. Il est évident que c'est très difficile. Je prends le cas de Québec, là, par exemple. Là, il y a une ouverture de la ville ici à participer aux travaux ou au financement parfois même des places publiques éphémères au niveau, par exemple, de certains programmes de la Ville de Québec. L'enjeu qu'on ait ou non des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, ça n'a pas d'importance. Ce sont des citoyens à part entière. Nous, ça n'a plus d'importance. Au début, je me souviens que mes équipes d'intervention plus traditionnelles voyaient arriver l'initiative de Sherpa en disant « Ouais, mais merde, ils vont défaire toutes nos interventions qu'on a faites depuis des années auprès des personnes quand ils vont aller à Sherpa. » Et la beauté de Sherpa, c'est que ce n'est pas un lieu thérapeutique, ce n'est pas un lieu d'art-thérapie, c'est un lieu de vie citoyenne tout court. Et puis je pense que, oui, mis à part le fait que les agents socioculturels de Sherpa ont à s'adapter des fois à des attitudes, des fois. Quelqu'un qui est en état d'intoxication due à une drogue, c'est sûr qu'ils doivent composer avec ça de temps en temps, mais vous seriez surpris.
quand il y a un espace d'acceptation avec des règles aussi de respect des gens, il y a presque par année sur les dizaines, en fait, les milliers de personnes qui fréquentent Sherpa, il y a à peine 2 ou 3 situations où on demande aux personnes de ne pas venir pendant 2 semaines. Et elles peuvent revenir après. Il n'y a personne de barré chez nous. Donc, l'enjeu des clientèles m'apparaît moins important que celui de la reconnaissance des budgets qui doivent être dédiés à des initiatives d'éducation populaire ou de médiation culturelle. Je ne vois pas passer de budget tant que ça au niveau de la médiation culturelle. Nous, c'est la santé qui paye une bonne partie c'est le ministère de la Santé qui paye une bonne partie du fonctionnement de Sherpa puis des fondations machin, là. Mais moi, j'ai hâte de voir peut-être des volontés un petit peu plus fermes des paliers de gouvernement d'encourager un type d'initiative comme ça au niveau budgétaire. En tout cas, dites-moi s'il y a des programmes que je ne connais pas. Benoît, je peux peut-être prendre la parole. Moi, je gère des programmes donc depuis 15 ans qui sont financés dans le cadre de l'entente avec le ministère de la Culture. Ça reste quand même toujours un combat à défendre les budgets en médiation culturelle, mais comme on a fait beaucoup d'études et que de plus en plus c'est démontré cet impact-là sur des projets, donc sur les participants, c'est sûr que la recherche nous aide aussi à défendre les budgets. Et maintenant, on se rend compte dans la grande démarche de participation dont je parlais que finalement, il n'y a pas tant de solutions miracles quand on parle d'inclusion. Je trouve que votre action, justement, est assez fantastique parce que la beauté de la chose en médiation culturelle, c'est qu'on travaille avec des artistes qui ont un intérêt pour les participants, qu'ils soient en difficulté socio-économique ou etc. Et comme on travaille depuis plusieurs années avec des artistes et le milieu culturel, ils savent leur pouvoir, le pouvoir de leur travail artistique et de l'imaginaire sur le bien-être des participants avec lesquels ils travaillent. Et ce que je trouve intéressant dans ta présentation, tu disais que les artistes au début que vous avez invités étaient offusqués parce qu'ils pensaient qu'ils étaient invités à cause de leur statut à eux, socio-économique faible probablement, ou je ne sais trop. Alors qu'en fait, vous les avez invités parce qu'ils ont un certain pouvoir et on dirait qu'ils n'en étaient pas conscients. Alors, je trouve que c'est intéressant justement de parler du pouvoir des artistes. Je veux juste souligner, justement par rapport même au financement, je veux souligner l'article éditorial de notre collègue Marie-Claude Larouche et d'Hervé Gay dans Le Devoir de ce matin. Soutenir la culture et ses publics en temps de pandémie. Excusez l'éditorial, mais parce que ça souligne justement l'importance des actions culturelles et de la diffusion artistique en temps difficile, parce que tout le travail qu'on fait tient justement un peu du miracle. Avec peu de moyens, on réussit à créer du lien et je pense que ce n'est pas en période de pandémie qu'on doit faire disparaître ce lien-là. Ça n'arrange pas votre problème de financement en médiation culturelle à Québec, là, Benoît, mais ça peut donner des arguments. Peut-être en complément, non, je vais laisser les autres parler un peu. D'accord. Si vous me permettez, je peux peut-être juste faire une petite parenthèse aussi là, sur l'identité, la reconnaissance, tout ça. Peut-être que je peux ajouter, ici aux îles, l'identité culturelle est très, très forte, puis on a aussi une communauté artistique qui est vraiment très dynamique. Au prorata de la population, on avait, avec les statistiques, là, on avait établi à un moment donné que par 100 habitants, aux îles, il y a comme 4 fois plus d'artistes par 100 habitants que la moyenne québécoise. Alors, ça vous donne une idée là, du dynamisme de la communauté culturelle. Alors, c'est sûr que des fois, bon, c'est dur, on n'est pas reconnu, on ne fait pas partie du réseau, etc., etc. Par contre, les artistes sont vraiment extrêmement présents, puis la médiation culturelle avec la communauté, elle est vraiment, vraiment forte. Que ce soit dans le réseau scolaire, on a des artistes présents à l'école comme nulle part ailleurs. Il y a cette volonté-là du milieu scolaire d'intéresser les jeunes aussi à toutes les formes d'art, alors que ce soit
patrimoine ou que ce soit vraiment plus une discipline artistique. Et on a aussi une très grande proximité avec notre municipalité. Et tout ce que c'est qui est l'entente de développement culturel, justement, qui est signé entre la municipalité et le ministère, permet énormément d'animation à l'entremise de notre bibliothèque publique et de notre site historique aussi. Donc, beaucoup d'accessibilité pour les citoyens aux activités artistiques, aux discussions, aux présentations, à des conférences, des résidences d'artistes. On a un centre d'artistes. Il y a vraiment beaucoup de médiation qui se font. Et on a une radio communautaire ici qui prend toute la place dans les médias, qui a un taux de pénétration de 90% dans les résidences des îles. Alors, lorsqu'il y a des présentations d'artistes, des projets qui se mettent en place, c'est très, très facile de rejoindre les citoyens pour leur en parler. Alors, malgré tous les défis, on a aussi des avantages là, au niveau de la médiation et de notre façon de gérer notre milieu culturel. Bien, Anne-Marie, vraiment bravo. Je pense que vous faites un super travail. De toute façon, on voudrait tous vivre aux îles si on pouvait, mais vous ne seriez pas content de nous voir débarquer. Surtout pas actuellement en zone rouge. Mais j'étais contente de savoir que vous avez une entente justement avec le ministère, mais aussi avec le Calque. Et la reconnaissance de votre statut particulier me semble assez importante. Pour nous aussi, ça nous semble important. Merci tous les trois. Je suis vraiment contrainte par le temps. Toutes mes excuses à notamment Gwen et Jacques qui ont posé chacun une question. On va être obligé de garder vos questions pour le temps de débat qui sera en troisième moment parce que notamment la question de Gwen est extrêmement importante. Il s'interroge sur comment mettre en place une coévaluation des projets avec les bailleurs de fonds, les travailleurs culturels, les habitants. Donc, comment est-ce qu'on met en place les projets, mais comment est-ce qu'on évalue aussi collectivement les projets? Et je trouve que c'est une super belle question qui nécessiterait plus que 2 minutes d'antenne, de débat. Donc, si Gwen, tu es d'accord, vous êtes d'accord, je garderai cette question pour le troisième temps. Puis, ce que je vais vous proposer, c'est que on prenne 2 minutes pour s'étirer, se lever de notre chaise, faire nos exercices oculaires pour pas fixer l'écran toute la journée et qu'on revienne ensemble, attention, à 10h10, 10h15 maximum, parce que notre prochain panel sera animé par Juan Luis Klein, sera avec les invités Juan Luis Klein et Christian Poirier. Et Juan Luis doit nous quitter après. Donc voilà, soyez bien à l'heure et à tout de suite. Merci.